Bonjour à tous, bienvenue. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de l'équipe de Finaltis, sommes heureux de vous accueillir pour notre point mensuel. Nous sommes le 15 décembre 2022. Nous sommes ici à Paris sur les Champs-Élysées. Il fait froid, même dans notre salle. Donc, on va réchauffer les choses en allant très, très vite. On a un agenda très chargé puisqu'il s'est passé énormément de choses pendant cette année 2022 et nous allons vous proposer une lecture, en tout cas les grandes trames d'une lecture pour 2023. Allons-y tout de suite, commençons. Et passons rapidement sur ce premier transparent obligatoire, qui est un avertissement qu'on connaît tous. Donc, les performances tout d'abord. Donc, ces performances sont arrêtées au 30 novembre dernier. Au 30 novembre dernier, un mois de fort rebond sur les marchés d'actions, puisque l'Eurostoxx a rebondi de près de 10% sur le mois, le Standard & Poor's 500 de 5,5% et le Nasdaq de 5,6%. Dans ce contexte-là, nos fonds ont également très bien rebondi, puisque Finaltis Titan était en hausse de 6,7%, Finaltis Evolution Beta, donc un fonds investissant sur la zone euro, de 5%, et Finaltis Digital Leader de 2,8%. Finaltis Gold, donc, qui investit dans les minières aurifères, a rebondi fortement, 17,3%. Alors, les performances depuis le début du mois de décembre, malheureusement, ce rebond ne s'est pas totalement confirmé. On n'est clairement pas confirmé aux États-Unis, puisque Standard & Poor's a reperdu 2% et le Nasdaq 2,4%. Dans ce contexte-là, Finaltis Titan a perdu 1,3% sur la première quinzaine du mois de décembre. Finaltis Evolution Beta est en légère hausse depuis le début du mois, 30 centimes. Digital Leader, donc le fonds investissant sur les leaders digitaux mondiaux, moins 4,4%. Et le fonds Finaltis Gold, qui investit donc sur les minières aurifères, est en hausse de près de 3% à nouveau depuis le début du mois de décembre. Si on se compare, alors on ne va pas reprendre tous les fonds, mais si on se concentre sur Finaltis Titan, dans la base de données Cantalis, il y a un peu plus de 1400 fonds à fin novembre qui sont classifiés allocation flexible monde. Dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, Finaltis Titan est en sous-performance par rapport à sa catégorie en 2022. C'est exceptionnel, entre guillemets, c'est rare, puisque sur le moyen long terme, Finaltis Titan est en surperformance, en nette surperformance, mais l'année 2022 n'est pas une année normale, pas du tout, puisque les valeurs de croissance sont plus sanctionnées, on le verra, on le dira, on tentera de proposer une lecture de ce phénomène. Les valeurs de croissance souffrent plus en 2022 que la moyenne des marchés, et c'est une anomalie de moyen long terme. Alors, quelques événements clés sur lesquels nous voulions revenir pour 2022 avant de vous proposer notre grille d'analyse pour 2023 et les perspectives que nous voyons pour 2023. Alors, premier événement, bien sûr, on a tous été choqués, particulièrement nous, les Européens. Pourquoi? Puisque en février dernier, un régime kleptocratique emmené par un monsieur pas charmant du tout, qui s'appelle Vladimir Poutine, a décidé d'envahir son voisin. Et ça n'était pas arrivé depuis 75 ans. Alors, ce monsieur se comporte, peu importe, à la limite, il voit des nazis partout et donc il envahit l'Ukraine. C'est le premier conflit armé qu'on a depuis 75 ans. On va voir que ça a des conséquences extrêmement importantes et notamment importantes pour nous, bien entendu humainement et économiquement pour nous, Européens. Le deuxième événement sur lequel on reviendra, il est strictement économique et monétaire, c'est le resserrement historique le plus brutal qu'on ait connu des taux, remontée des taux par la Fed depuis Paul Volcker, donc c'était les années 1980. Et enfin, on se projettera sur 2023, puisque au cours de l'année 2022, s'est poursuivi une politique qu'il est de tradition d'appeler une politique zéro Covid en Chine, et son allègement, qui semble être en cours, préfigure une année 2023 qui porte, à notre avis en tout cas, des opportunités dont il faudra tirer profit avec prudence. On y reviendra. Donc, le premier conflit interétatique en Europe depuis 75 ans, c'est quoi? Bon, bien entendu, c'est un drame humain, c'est un drame géopolitique, c'est une bascule, c'est la fin en fait d'une période très clairement, puisque un État décide qu'un plus petit que lui à côté, eh bien, il peut tout simplement faire ce qu'il veut au mépris total de l'ordre international, cet ordre lui déplaisant profondément. Donc, ça, comme conséquence pour nous qui sommes investisseurs, c'est une profonde déstabilisation de l'économie mondiale. Alors, pas tellement parce que la Russie
C'est une grande économie. Alors, la Russie, c'est la 11e économie mondiale. Enfin, c'était la 11e économie mondiale en 2021, juste derrière la Corée. Mais c'est surtout, en fait, un énorme producteur de matières premières. C'est le premier producteur, c'est le deuxième, pardon, producteur de gaz naturel au monde. C'est le premier détenteur des réserves de gaz naturel. Les importations en 2021 de gaz naturel de l'Union européenne provenaient à 45% de la Russie. Alors, c'est beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, bien sûr, mais c'était absolument substantiel. Là, le pétrole, en fait, les Russes sont détenteurs des sixièmes réserves mondiales et ce sont les deuxièmes producteurs au monde. Et il est très difficile de se sevrer du pétrole russe, notamment pour nous, les Européens, et l'Union européenne a continué à importer à peu près 22 milliards d'euros pour l'équivalent de 22 milliards d'euros de pétrole par mois depuis le début de la guerre. Donc le sevrage est en cours, mais il est difficile et douloureux. Et en termes de production, pour sortir un peu de l'énergie, en parlant du blé, eh bien 10% de la production mondiale provient de Russie. Et c'est le premier exportateur mondial, puisque 1/5 des exportations en monde de blé proviennent du Russie. Si on ajoute celle de l'Ukraine, eh bien, on a de très loin le premier bloc mondial de fournisseurs de blé. Alors, depuis le 5 décembre dernier, on a l'entrée en vigueur d'un embargo de fait qui avait été décidé en mai, mais dont la mise en application a été reportée à début décembre. Maintenant, c'est fait. On a un embargo de fait sur 90% en fait, du pétrole russe au niveau de l'Union européenne. Et au niveau mondial, on a un plafond de prix qui est imposé sur le baril en provenance de Russie à 60 $, sachant que le prix du pétrole, le baril est plutôt à 70 $. Le prix du pétrole, d'ailleurs, qui ne cesse de baisser, on y reviendra. Alors, il s'agit tout simplement, enfin très clairement, d'une mise à l'épreuve du modèle économique européen. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'énergie peu chère. Si on compare tout simplement ce que coûte le gaz aux États-Unis, en se référant au British Thermal Unit, qui est la façon qu'on a dans le monde de mesurer cette énergie, eh bien, on est 6 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on produit peu de gaz en Europe, alors qu'aux États-Unis, on en est producteur. Et si on regarde l'importation, les produits importés en zone euro, on est sur une inflation extrêmement conséquente de plus de 30% en rythme annuel. Donc, on est face à un choc absolument massif qui est un défi pour nous, Européens, et nos économies. Alors, en face de ce choc, qu'avons-nous? Eh bien, on a un renforcement absolu et relatif de la position des États-Unis. L'appréciation du dollar est liée, bien sûr, à l'enchérissement des taux décidés par la Fed et l'enchérissement relatif de ces taux par rapport aux taux de la zone euro, mais également par rapport à la puissance, en réalité, et aux capacités de l'économie américaine. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont indépendants militairement, ça reste, malgré les grands efforts de la Chine pour les détrôner, la première armée au monde de très très loin, et on le voit également en Ukraine, puisque nous, Européens, sommes bien à mal, avons des difficultés pour fournir des armes à l'Ukraine, tout simplement parce qu'on en a peu, on a peu de munitions, on est très peu équipés. On a, comme on dit certains experts, des armées, notamment nous, Français, une armée bonsaï. On a tout, mais en très petite quantité. Les Américains ont tout et en grande quantité. Donc, ils sont indépendants militairement, ils sont indépendants énergétiquement. Au premier semestre 2022, les États-Unis sont devenus le premier fournisseur mondial de GNL, de gaz naturel liquéfié, et leurs exportations, les importations en Union européenne et en Royaume-Uni ont représenté 71% en la matière, d'ailleurs, depuis le début au premier semestre, en l'occurrence, de 2022. Et les États-Unis ont bien l'intention d'accélérer encore et de renforcer leurs capacités et leur indépendance économique. L'administration Biden a fait voter un Inflation Reduction Act qui représente pratiquement 400 milliards de dollars de subventions accordées aux fabricants américains ou aux entreprises étrangères, mais pour peu qu'elles investissent aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans la visite d'État d'Emmanuel Macron, il y a quelques jours maintenant, c'est un des sujets, entre guillemets, de discorde avec les États-Unis, parce qu'on sait bien, nous, Européens, que cet argent va tout simplement servir à accroître l'avantage compétitif que les Américains ont par rapport à nos entreprises, et on le considère évidemment comme un avantage
déloyale. Alors, les conséquences de tout ça, quelles sont-elles? Eh bien, on a une baisse du prix des produits importés aux États-Unis, c'est très net depuis juillet. Vous voyez le graphe en bas à droite sur votre écran. Et la conséquence directe de tout ça, c'est l'amélioration de leur balance commerciale. Alors, les moyens, revenons sur le point, l'indépendance, la souveraineté. Bon, on a une guerre en Europe, donc la souveraineté, c'est plus du tout un concept. Il ne s'agit plus de profiter des dividendes de la paix, il s'agit de se préparer. Et si on veut cette paix, il faut malheureusement se préparer à la guerre. Et donc avoir des entreprises qui sont capables de produire, c'est absolument essentiel. Il se trouve que dans les 8 premières entreprises mondiales d'armement, eh bien, vous en avez, les 5 premières sont américaines et dans les 3 suivantes, il y en a 2 chinoises. En dynamique, c'est malheureux, mais c'est une réalité, les chiffres sont têtus, les Chinois sont en train de s'armer à vitesse accélérée et leurs entreprises d'armement croissent très très vite. La seule européenne, entre guillemets, dans ce classement, c'est une anglaise, BAE Systems. La première française, enfin la première européenne de la zone euro pointe à la 12e position, c'est l'italienne Leonardo, et puis Airbus à la 15e, Thales à la 16e. Si on regarde le plus grand producteur de pétrole, donc l'énergie étant la capacité et l'accès à l'énergie, certains disent que l'économie c'est de l'énergie transformée, donc le pétrole, n'en déplaise à Saint-Jean-Covici, le pétrole, ça reste quand même le nerf de la guerre. Eh bien, le premier producteur au monde, ce sont les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite et ensuite la Chine. Si on fait une forme de synthèse et on se projette dans tout ça, à quoi faisons-nous face? Eh bien, disons-le clairement, un risque majeur de délocalisation. Avec leur Inflation Reduction Act, 400 milliards, on le répète, de dollars, les États-Unis sont en train de se préparer, sont en train de se doter des armes nécessaires, des armes financières, à leur réindustrialisation. Nous, Européens, que faisons-nous? Eh bien, on a une réglementation, elle est magnifique, c'est ce que l'on produit en plus grande quantité d'ailleurs. On va coller un maximum de taxes, on va augmenter le coût du travail, il est déjà très élevé, et on va augmenter les impôts qui sont déjà eux-mêmes très élevés. Et il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que tant que nous serons dans cette logique-là, on fera face à un risque majeur de délocalisation et même de délocalisation aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais les chiffres sont quand même têtus. Si on veut notre indépendance économique, on n'est pas tout à fait en train de créer les conditions pour se faire, d'autant plus que presque philosophiquement, l'évangile écologiste selon Saint Jean-Covici est en train de faire des ravages. L'Europe, en conclusion, à notre avis, n'est pas en position, malheureusement, et on le regrette, de profiter pleinement de la baisse de l'euro face au dollar. Alors, les balances commerciales, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, vous avez quelque chose qui évolue, alors pas en symétrie parfaite, mais quand même. On a celle de la zone euro qui est en train de se détériorer très nettement et celle des États-Unis qui s'améliore mois après mois. Alors, ça, c'était l'impact totalement direct de cette crise géopolitique majeure, de cette guerre. Deuxième phénomène, donc le resserrement monétaire de la Fed. Renaud. Merci Denis. Donc, il faut habiter dans une cabane très très isolée pour ne pas être au courant qu'on vit le resserrement monétaire, le resserrement des conditions financières le plus important depuis Paul Volcker. Donc, il faut remonter aux années 80 pour voir une Fed aussi agressive. Alors, une Fed agressive, ça veut dire forcément une pression sur les marchés d'actifs, obligations et actions. Ce qui est très rare cette année, c'est que les obligations et les actions ont baissé de concert et on parle de sommes absolument spectaculaires. Donc, à la mi-septembre, il y avait 59 trilliards de dollars qui avaient été de valeur boursière ou au travers des obligations qui avaient été détruites. Le marché a remonté depuis, mais ça reste une année bien sûr très compliquée. Il faut dire que le gouvernement américain, voilà, aujourd'hui, rémunère le cash. Donc forcément, tous les placements, quels qu'ils soient, y compris le private equity, l'immobilier, ont un rendement qui est comparé maintenant au taux sans risque assez gratifiant que nous réserve le gouvernement américain.
Alors, bon, c'est une année, vous savez qu'aux États-Unis, dans le monde de la banque privée, disons, on utilise beaucoup le fameux 60-40, 60 actions, 40 obligations. Donc, ça a bien remonté, mais à un moment de l'année, et donc le flashage à septembre, nous gratifiait de la pire année pour le portefeuille 60-40 depuis 100 ans, ce qui est assez remarquable. Aujourd'hui, nos mises à jour nous indiquent qu'on est plutôt à moins 18 sur un composite action-obligation aux US. Donc là, vous voyez un graphique en forme d'aile de papillon. Il n'est pas très beau ce papillon, mais quand même, on voit que le jaune, ça monte, c'est les taux Fed. Hein, donc on s'est pris 4 fois 75 BP, c'est absolument historique, à 4 meetings de suite. Et hier, Powell nous a offert 50 BP de resserrement supplémentaire. Donc, c'est déjà une forme de soulagement, hein, puisque la pente de la hausse est moins forte, mais malgré tout, ça met tout le monde un peu sous pression. Et vous voyez la courbe bleue voilà, baisser. Et ça, c'est tout simplement le S&P qui a quand même fait une belle patte de rallye, comme on le disait au début, sur octobre-novembre. Décembre reste à écrire. Alors, bon, les Français fans de foot conseillent Didier Deschamps, malgré son palmarès exceptionnel. Nous, passionnés de macroéconomie, on aime conseiller les banquiers privés. Et là, on doit dire les banquiers centraux, pas privés. Et là, bien sûr, en toute humilité, on doit dire que donner des conseils à Jérôme ou Madame Lagarde, c'est très, très compliqué, puisqu'ils sont l'un comme l'autre entre l'enclume et le marteau. L'enclume, c'est que s'il resserre trop fort les conditions financières, bien sûr, ça fait prendre un risque de hard landing, hein, en bon français. Donc, ça peut casser complètement la croissance. Et si le resserrement monétaire est trop faible, l'inflation risque de s'inscrire dans la durée. Donc là, pour l'anecdote, Christine Lagarde est en train de parler, ou était en train de parler il y a quelques minutes. Elle a eu un discours plutôt dur. Donc, on est plutôt sur le côté gauche de ce dessin, fort resserrement monétaire. Et bien sûr, la dette italienne est partie en sucette. On s'écarte de 25 BP sur la dette italienne. Et donc, on revient sur des niveaux bien au-delà de 4%. Et donc là, bien sûr, ça fait peser un risque sur la croissance italienne notamment. Mais c'est toute la zone euro qui, après ce discours de Christine Lagarde d'il y a quelques minutes, se tend énormément. Alors, quand même, on ne va pas bouder notre plaisir de voir enfin des signes positifs sur le front de l'inflation, hein, parce qu'après un resserrement si violent, c'est vrai que la patience des investisseurs avait été mise à rude épreuve, puisqu'il a fallu attendre le 10 novembre pour avoir le premier CPI, le fameux CPI positif, disons, positif sur l'inflation, ça veut dire moins d'inflation qu'anticipé, et le chiffre qu'on a eu il y a 2 jours était bon aussi. Donc, enfin, on sent que Jérôme Powell a de la prise, a de la traction sur l'inflation et qu'il arrive à la maintenir et peut-être la faire baisser très significativement sur 2023. Donc, attention, bien sûr, voilà, c'est toujours l'enclume et le marteau, hein, donc attention au risque de récession. Vous savez que les économistes, les investisseurs en général, regardent beaucoup les inversions de courbe. C'est assez rare, hein, quand vous êtes mieux rémunéré à 2 ans, en prêtant de l'argent à 2 ans qu'en prêtant de l'argent à 10 ans. C'est bien sûr des signes très récessionnistes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui et de manière très marquée aux États-Unis. Alors, l'impact sur les marchés en 2022, de ce qu'on vient de vous décrire, on va aller assez vite, mais il est important de faire un tout petit arrêt sur image quand même sur ce qu'on a vécu. Donc, une dispersion incroyable entre valeur de croissance et valeur value, on va dire. Donc, le S&P value qui surperforme sur la durée, le S&P growth a fait une très très bonne année, hein, puisque quasiment sur
un an glissant, un peu plus, on est à 30 points d'écart. Voilà, donc si aujourd'hui, si dans ce marché-là, vous aviez de la croissance, de la visibilité, une résistance aux crises, un business résilient, mais un business qui est coupable d'être très, très régulier dans sa croissance, ce n'était pas du tout des marchés qui étaient bons. Il fallait avoir des secteurs très value, très cycliques, matières premières, pétrole, mais on va vous montrer que ces taxes d'investissement peut aussi porter un certain nombre de dangers pour les semaines ou les mois à venir. Ce qui a caractérisé l'année 2022, c'est la grande dispersion. Donc, je sais que tout le monde s'inquiète quand on confie un mandat en action, un mandat diversifié à un gérant. Quelle est la part des actions? En fait, aujourd'hui, sur un mandat, sur l'année 2022, que vous ayez 30, 40 ou 70% d'actions, ce n'était pas forcément ça qui fabriquait la performance. Ce qui fabriquait la performance, c'est sur quel secteur vous étiez. Donc là, dispersion incroyable liée à cette politique monétaire, ce resserrement monétaire. Si vous aviez de la technologie sur l'année, vous faites en Europe, là on a pris l'exemple européen, sur les 600 plus grosses boîtes européennes, en moyenne, les valeurs technologiques font moins 22, alors que les valeurs énergétiques font plus 25. Donc on parle bien de presque 50% d'écart entre le secteur le plus performant et le moins performant. Donc, bien sûr, on arrive dans ce monde un peu aberrant où les indices les plus mal construits tirent bien leur épingle du jeu. Donc, le Dow Jones, il y a personne, je dirais, assez fou pour lancer des trackers Dow Jones, quoi. Les trackers qui fonctionnent et qui collectent, c'est ceux sur le S&P 500. C'est normal, le S&P 500 est un indice bien diversifié, très bien construit sur les 500 plus grandes valeurs américaines, mais il se fait totalement laminer par le Dow Jones qui, lui, est sur une assiette très étroite d'une trentaine de valeurs. Voilà, on parle quand même de près de 10 points d'écart. Et le pendant européen de ça, c'est que notre bon vieux CAC 40, qui je dois dire est un support très sous-performant sur de longues années, cette année est presque la star des indices mondiaux. Pourquoi? Parce que il y a la première ou la deuxième market cap, ça dépend, ils se font un peu la compète avec LVMH, fait une performance de presque 30% en year to date. Et donc le CAC 40 est très mal construit, très concentré sur quelques secteurs, pas mal d'énergie, pas mal de valeurs financières, et c'est ça, et pas mal de valeurs en recovery, quoi. On espère pour elles en recovery, des valeurs notamment automobiles, et c'est ça qui a fonctionné cette année. Voilà, et donc maintenant, que faire? C'est ça qui va nous intéresser. Donc, nous, on a 3 messages, bien sûr, Denis et moi, on vous donnera une feuille de route. On tentera de vous offrir une feuille de route en janvier beaucoup plus précise, qui ira voilà, avec une granularité assez forte sur les secteurs, les valeurs. Là, on va juste vous dire, à ce stade de l'année, les thèmes qu'on entrevoit sur 2023. Le premier, c'est une prudence sur les valeurs énergétiques et financières. Ensuite, je passerai la parole à Denis qui vous expliquera comment, selon nous, profiter de la croissance économique chinoise en n'investissant pas en Chine. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et troisièmement, comment profiter de la normalisation sur les investment grade equities, qui est notre classe d'actifs de référence, et les valeurs digitales rentables, si la Fed devient moins agressive. C'est ce qui semble être le cas, en tout cas si on écoute Jérôme Powell hier soir. Alors, premièrement, prudence sur les valeurs énergétiques et financières. Ce qui attire notre attention sur le graphe que vous allez voir immédiatement, c'est que sur Total Energy, donc qui est la raison principale de la très grosse surperformance du CAC 40, on a alors en anglais on dit une discrepancy, une incohérence, puisque quand même ces valeurs pétrolières, une partie de leur compte de résultat dépend, c'est pas très original, du prix du baril. Et le prix du baril, c'est assez, quand on parle de guerre en Ukraine, etc., tout le monde, si vous faites un sondage dans la rue, 99% des gens vont vous dire mais le baril a fait x2 ou a fait plus 50% cette année. En fait, le baril est en baisse sur l'année, et il était en très forte hausse jusqu'à juin, et depuis juin, ça baisse. Total a eu du mal à accompagner à monter à partir du moment où le baril est passé en tendance baissière, et de manière
plus surprenante, Total a rebondi très fortement avec le rallye sur les equities, alors même que le baril continuait à baisser. Donc ça, c'est bien sûr un signe d'alerte. Total Energy, ce n'est pas une valeur chère, hein, on en a dans nos mandats. Maintenant, notre choix de gérant aujourd'hui est de ne plus mettre Total Energy, bien sûr, en tête de nos allocations, compte tenu notamment de ce qu'on voit là comme une forme d'incohérence. Et alors, sur les valeurs financières, vous savez que les valeurs financières ont beaucoup souffert avec les taux zéro. Hein. Ce n'est pas très sympa d'être banquier, d'avoir des dépôts qui sont rémunérés zéro par les instituts d'émission. Et là, ça a été un gros soulagement. Sauf que être une banque, quand vous rentrez en récession, et 2023 va être une année économiquement compliqué, boursièrement ça reste à voir, hein, parce que vous savez que l'économie et la bourse c'est deux choses, en tout cas à court terme, à long terme ça se rejoint, mais la temporalité de court terme peut être parfois assez surprenante. En tout cas, on pense que la très bonne tenue des financières, au moment où le coût du risque va devoir être repricé, on aura forcément des défauts. Toutes les faillites qu'on n'a pas eues en 2019, on peut les avoir un peu plus tard, et notamment l'année prochaine. Donc, attention aussi sur ce secteur qui, finalement, a beaucoup aidé un indice comme le CAC 40. Alors, l'opportunité chinoise, avec un point d'interrogation, Bruno l'a signalé tout à l'heure, profiter de la croissance économique chinoise, on va le voir, ce n'est pas une croissance comme la Chine nous y avait habitués ces 40 dernières années, mais c'est de la croissance, et de la croissance en 2023, il n'y en aura pas beaucoup, il n'y en aura probablement pas aux États-Unis, il n'y en aura assurément pas en Europe, il va falloir aller la chercher, il y en a en Asie, et il y en aura notamment un peu en Chine. Donc notre idée, c'est d'aller chercher cette croissance. Pour autant, ce n'est pas sans risque du tout. Voilà, cette croissance peut être 4,4% de croissance en 2023 en Chine. Ça serait quand même un très fort rebond lié évidemment au desserrement des contraintes absolument inimaginables pour nous, Européens, hein, que le régime chinois imposait à sa population. Alors, en perspective, il faut toujours être extrêmement prudent sur ce genre de projection. On se souvient tous, nous, qui sommes un peu plus vieux, que dans les années 80, on prédisait que le Japon allait dépasser à un moment ou à un autre les États-Unis. Il a été rattrapé par sa démographie, donc souvenons-nous quand même de la dynamique démographique chinoise. Elle est très mauvaise, on le sait. La Chine est une dictature, on n'a pas le droit de faire autant d'enfants qu'on veut là-bas. Depuis fort longtemps, bon, il y a quand même un certain nombre de forces qui ne sont pas très sympathiques pour la croissance chinoise. Néanmoins, les projections actuelles, c'est que l'économie chinoise devrait devenir la première au monde à l'horizon, en tout cas au plus tard en 2035. Alors, quelques chiffres hein, sur l'économie. Donc, c'est la deuxième économie au monde en termes de PIB aujourd'hui. C'est la 8e réserve d'or. C'est le premier producteur d'or. C'est le premier importateur d'or aussi, d'ailleurs. En termes de défense, c'est le deuxième budget, d'ailleurs, le budget américain. En termes de croissance de budget de défense, c'est de loin le premier au monde, hein, pour parmi les grands pays. La Chine est un pays qui s'arme très, très vite. C'est pas très bon signe. Mais bon, ça sort de notre cadre spécifiquement d'investisseurs à très court terme, même si à long terme, ça nous rejoint. L'armée populaire de libération, l'APL, est celle qui, en nombre de soldats, compte le plus de militaires en armes. En termes de production, quatrième producteur de pétrole, quatrième producteur de gaz, deuxième producteur de blé, on ne l'a pas forcément en tête. Après, nos amis, historiquement nos amis, mais en ce moment pas tellement, russes. Alors, des restrictions sanitaires assouplies, on a du mal à imaginer ce qu'étaient les restrictions sanitaires chinoises. On parle d'une dictature qui a bien entendu utilisé ce virus pour encore mieux quadriller sa population. Imaginez quand même que si vous êtes en quarantaine, en Covid, ce n'est pas chez vous, vous le faisiez, c'était dans un lazaret. Voilà. Un lazaret collectif, non pas parce que vous êtes un lépreux, dans l'histoire de l'Europe, on s'en souvient, c'est de tristes mémoires, mais vous allez dans un centre collectif de rétention, puisque vous êtes un dangereux personnage. Voilà. Donc là, maintenant, on l'a assoupli depuis le 7 décembre dernier. Vous pouvez la faire chez vous, cette quarantaine, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de penser qu'on peut rester chez soi quand on est malade. Et puis, vous avez depuis le 12 décembre dernier l'arrêt de l'application anti-Covid de suivi des déplacements. Vous étiez en gros un GPS sur pattes grâce à votre portable. Voilà, c'est ça la Chine aujourd'hui. C'est un pays communiste qui a réussi sa grève capitaliste à ce jour. Je ne suis pas sûr qu'il fasse s'en réjouir.
Pourquoi? Parce que la gouvernance chinoise, c'est ça. C'est un personnage qui s'appelle Xi Jinping, qui a fait donner un coup de barre en fait à son pays. Son pays souhaitait depuis Deng Xiaoping s'enrichir. Il était extrêmement pauvre. Il se remettait avec grande difficulté des saignées maoïstes. Eh bien, ce monsieur, qui n'est pas sympathique du tout, Xi Jinping, est en train de renvoyer la Chine vers ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays communiste et donc une dictature. Et aujourd'hui, depuis octobre dernier, le 20e congrès du Parti communiste, il a été réélu après l'abolition de la limite à 2 mandats obtenue dès 2018. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'inscrit dans le temps court, ce monsieur. Il annonce ce qu'il va faire, il le fait. C'est d'ailleurs l'apanage des dictateurs. Et il a ses 6 plus proches collaborateurs qui sont maintenant membres du bureau central du Parti communiste. Donc, autant dire qu'il tient politiquement totalement son pays. Le monsieur en bas à droite, vous vous en souvenez sans doute, avec son sourire extrêmement sympathique et ses facéties type Michael Jackson, eh bien, ce monsieur n'existe plus, il se cache. Pourquoi? Parce que il a osé dire des choses du type « ce régime pense à votre place, bâillonne les libertés individuelles » et ça lui a valu de sécher dans une cave pendant au moins 3 mois et de disparaître. Donc, on est dans une dictature. C'est aussi vrai économiquement. Souvenez-vous, le 25 août dernier, bon, alors certains d'entre nous, les parents, s'en réjouiront, on a un régime qui dit les Chinois, les jeunes Chinois n'auront pas le droit de jouer plus de 3 heures par semaine. Bon, on peut s'en réjouir en tant qu'éducateur, mais ça a un impact extrêmement fort, c'est violent, et ça a cet impact-là en termes de valorisation sur les pure players. Ici, vous avez quelques noms qu'on ne connaît pas bien, puisque ce sont des fournisseurs de jeux vidéo chinois. Vous voyez l'impact le 25 août, vous voyez ce qui se passe derrière, moins 51%, moins 10%. C'est de la destruction de valeur, mais c'était pas la première fois, puisque un mois avant, le 24 juillet 2021, eh bien, le Parti communiste chinois, comprenant et étant effrayé par l'idée qu'un système éducatif privé, a fortiori digital, pouvait diffuser à sa jeunesse des idées potentiellement subversives, comme par exemple les idées de liberté individuelle, d'autonomie, toute chose absolument inaudible pour ce régime, eh bien, a décidé tout simplement d'éradiquer le secteur éducatif privé, le transformant en association, et vous avez le résultat, ça s'appelle une expropriation pure et simple, avec ici 2 exemples de sociétés cotées dont la valeur s'est effondrée en bourse, évidemment, sur ces annonces. Bon. S'exposer à la Chine, à notre avis, c'est ne pas investir directement en Chine, parce qu'en Chine, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas dirigeant de vos entités, c'est le Parti communiste qui les possède. Alors, quelques idées ici, Bruno, d'entreprise. Merci. Donc, notre analyse, effectivement, c'est qu'on ne peut pas se passer du consommateur chinois, avec beaucoup je dirais, de cynisme. Beaucoup de sociétés, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on dit on va boycotter la Russie, on va boycotter le consommateur russe. Ça permet de s'acheter une bonne conscience pour pas cher. Pourquoi? Parce que la Russie, le consommateur russe, pour des grands géants mondiaux, c'est 1 ou 2% ou 3% du chiffre d'affaires. On ne boycotte pas le consommateur chinois, puisque dans les quelques sociétés qu'on vous cite là, L'Oréal, Kering, LVMH, on aurait pu prendre Schneider, Apple, etc., on oscille entre 20 et 40% des ventes qui sont faites en Chine ou en Asie hors Japon, donc essentiellement la Chine. Donc, mais c'est pour nous, nous on n'a rien contre le consommateur chinois, même si on ne dit pas toujours des choses très agréables sur le régime chinois, et on pense que pour avoir le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine manière, c'est-à-dire la croissance du consommateur et l'appétit de consommation du consommateur chinois sans le risque d'expropriation lié au fait d'être coté dans un régime dictatorial, le mieux c'est d'acheter des sociétés qui savent vendre des produits aux Chinois, qui savent même vendre des produits aux Chinois sur les Champs-Élysées, près de chez nous, parce que le Chinese Traveler, il va revenir encore plus fort qu'avant probablement, et ces quelques sociétés, elles sont au cœur de nos portefeuilles, savent très bien vendre aux consommateurs chinois. Donc,
Pour nous, pour nos axes d'investissement, ce qui pourrait être, on l'espère, spectaculaire sur l'année 2023, c'est un retour de la qualité, des bilans de grande qualité, de la croissance qualitative et donc des valeurs digitales rentables et de la classe d'actifs qu'on aime revendiquer, hein, le investment grade equity. Donc, ça ne veut rien dire, investment grade equity, parce que les investment grade, c'est pour les bonds, ça ne concerne pas les equity, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'on investit chez Finaltis que sur des entreprises qui, quand elles émettent sur le marché obligataire, émettent avec un très bon rating de type investment grade. Voilà, donc on a des signes encourageants, hein, on va pas, voilà, hier soir, bon, je sais qu'à tous, à 20 h précises, vous étiez en train de vous brancher sur la conférence du FOMC de Jérôme Powell. Voilà, il nous a en tout cas confirmé que le rythme de hausse des taux ralentissait et c'est 50 BP maintenant l'incrément type pour la Fed. Donc, ce qui nous paraît très important à avoir en tête cette année, c'est nous, on est des investisseurs basiques, concrets, et donc nous, on investit dans des sociétés qui sont capables de faire croître leurs bénéfices et donc leurs bénéfices par action. Et quand le cours baisse beaucoup, alors que le bénéfice par action en 2022, alors que le bénéfice par action en 2022, maintenant 2022 est presque fini, donc on a une bonne visibilité sur la croissance du BPA, d'un Microsoft, d'Asso Systèmes ou Schneider sur l'année, quand ça monte d'un côté et que ça baisse de l'autre, c'est forcément qu'il y a un ajustement quelque part, et cet ajustement, c'est la valorisation. Donc la valorisation de Microsoft, c'est plus que 24 fois les résultats, alors que c'était 35 en début de l'année. Dassault Systèmes, qui est très, très dur à acheter parce que c'est toujours très cher vu la qualité de l'actif, c'est moins de 30 fois alors que c'était 52, etc., etc. Donc, bien sûr, nous, à aucun moment, on va dire ça va revenir à 35, ça va revenir à 52. On dit qu'il y a un potentiel de revalorisation. Pourquoi ça ne reviendra pas demain matin à 52? C'est parce qu'entre-temps, les taux ont monté et qu'on a quand même un peu la concurrence du rendement obligataire, mais les gens gagnaient de l'argent sur Microsoft, Dassault Systèmes, L'Oréal, quand l'OAT était à 5-6%. Donc, on pense qu'il ne faut pas non plus trop polluer sa vision à cause des politiques monétaires. Il faut rester droit dans ses bottes sur des belles boîtes qui produisent de la valeur année après année. Alors, on entre dans la dernière ligne droite de notre réunion aujourd'hui et on va consacrer les 10 prochaines minutes à marche forcée, à parler de ce que nous avons fait dans les fonds de gestion du patrimonial en action. Alors, Finaltis Titan, tout d'abord, fonds flexibles, qu'avons-nous fait le mois dernier? On a gardé une exposition action significative. On n'a aucun mal à trouver ce qui est au cœur de nos mandats, des très belles sociétés à des prix très corrects. Donc, on va vous montrer les mouvements. Voilà, l'entrée, la nouvelle entrée dans le fond, c'est Costco. Costco, c'est un titre que je vous invite à regarder. Voilà, si vous avez la possibilité d'acheter des titres en direct, regardez cette entreprise. C'est un géant du retail, assez méconnu chez nous, c'est normal, il n'y a que 2 magasins, ils démarrent tout juste en France, ils ne sont pas très gros en Europe, ils sont énormes aux États-Unis et dans beaucoup d'autres zones du monde. C'est une des valeurs de référence de Berkshire Hathaway. Voilà, c'est un pour faire simple, c'est un magasin d'entrepôt, hein, mais qui s'adresse non pas à des petits commerçants. Il y a des magasins d'entrepôt en France, mais qui sont généralement fermés au client final. Ça, c'est vraiment sa cible, c'est le client final qui, moyennant un abonnement, peut accéder à des remises assez spectaculaires. Voilà. Après, tous les autres mouvements, on ne va pas les détailler, mais quand on a envie d'acheter du Roche, la Suisse, voilà, la pharma suisse qui est sur une valeur assez excitante, Bank of America, renforcer L'Oréal, renforcer Salesforce, renforcer Visa. Il faut bien financer ça et on finance ça avec des titres qui, selon nous, ont un peu moins de potentiel. SAP, le géant allemand des logiciels, a fait un très beau parcours. Essilor aussi, BNP récemment. Voilà, c'est comme ça qu'on a… Donc, il y a eu pas mal de mouvements, mais une seule entrée nouvelle qui est Costco.
Voilà, alors le top 10 du portefeuille, vous voyez que c'est un mélange, un savant mélange, on va dire, entre différents régimes de croissance, différents types de business. Voilà, on veut être très diversifié. Il ne s'agit pas de faire un fusil à un coup. Alors, c'est que de la qualité, c'est que du bilan solide, c'est que de la visibilité. Mais voilà, il y a différents thèmes qui s'expriment là-dedans. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il y a selon nous une très forte optionnalité dans le portefeuille aujourd'hui. Donc, on se balade autour de, comme les performances, vous les avez vues au début, il y a peu de fonds autour de 13, 14, 15% de baisse year-to-date, qui a comme deuxième ligne Microsoft, qui a baissé de près de 30% cette année, Dassault Systèmes qui a baissé de près de 40%, Alphabet qui a baissé de 35%. Voilà, donc cette souffrance, je dirais, on a essayé de l'absorber pour vous le mieux qu'on pouvait, mais à partir du moment où la politique monétaire sera moins agressive, ces sociétés qui ont une croissance durable et structurelle, selon nous, devraient nous donner quelques satisfactions d'un point de vue boursier. Alors, Digital Leader maintenant, donc les leaders de la digitalisation de l'économie, des entreprises de forte croissance, toujours rentables. Bruno. Alors, il y a deux, voilà, les mouvements, on ne va pas passer trop de temps. Là aussi, ce sont des ajustements. Voilà, on est assez content des titres qu'on a en portefeuille, pas forcément content de leur variation boursière cette année, puisque le secteur du digital dans sa totalité est difficile. Mais voilà, le plus gros renforcement qu'on a fait ce mois-ci, c'est Apple, qui lague un peu en bourse, malgré ses qualités financières et ses 160 milliards de trésorerie. On peut voir donc le portefeuille. Donc là, on n'est pas, on est dans un, j'espère, un savant mélange aussi, mais pas un savant mélange de multi-secteurs. On n'est que dans le digital. La grande particularité de Finaltis Digital Leader, c'est qu'on ne travaille que sur des valeurs rentables. Voilà, donc on s'est senti un peu à l'arrêt, pour être franc, en 2020, quand il y avait des fonds purs sur l'intelligence artificielle ou des fonds sur, voilà, sur des valeurs digitales non profitables qui montaient beaucoup plus vite que les valeurs profitables. Et finalement, tous ces fonds sur la disruption très en avant, qui investissent sur des sociétés qui gagneront de l'argent que dans 4 ans, 5 ans, aujourd'hui, bah, on fait une dégringolade absolument spectaculaire, hein, depuis 1 an et demi. Voilà, donc nous, on revendique un peu d'être le tracteur du digital, plus robuste, même si voilà, c'est un secteur très compliqué, mais il faut se rappeler que Lamborghini faisait des tracteurs à l'origine, donc ça ne va pas nous empêcher de rouler vite, mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Alors, finissons par Finaltis Gold, donc notre fonds qui investit sur les minières, les actions des minières aurifères avec un double objectif, éviter les accidents, que ces accidents soient financiers ou extra-financiers. Donc, c'est un fonds qui intègre les critères extra-financiers de façon très, très importante et qui cherche en fait à délivrer la performance que nous percevons chez Finaltis, le potentiel de valorisation que nous percevons et qui ne s'est pas matérialisé à ce jour sur l'once d'or et l'or en général. Alors, la performance sur le mois de novembre a été stellaire, puisque bon, c'est très volatile, les minières aurifères, mais on est à plus 17% sur la part euro, plus que plus 18% sur la part en dollars. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fonds? Eh bien, on retrouve des très belles minières aurifères, les plus belles au monde, celles qui interviennent dans des pays avec des gouvernances solides et avec des critères d'exploitation, tant de l'entreprise elle-même que d'exploitation minière, à proprement parler, dans les critères opérationnels, qui sont les plus hauts standards de cette industrie. On retrouve également des grandes minières généralistes qui ont des départements aurifères très importants. C'est le cas de Rio Tinto, que vous retrouvez en 3e position dans le portefeuille. Et à titre de diversification, nous avons d'autres minières sur des métaux précieux, par exemple des minières argentifères. Vous avez Endeavour Silver, qui est donc la 6e position dans le portefeuille. Géographiquement, ce ne sera pas une surprise. Il y a une prééminence de l'Amérique du Nord et en premier lieu d'ailleurs du Canada, grand pays d'exploitation minière et d'entreprises minières qui interviennent dans le monde entier, les États-Unis et bien entendu l'Australie. Alors la Grande-Bretagne, ce sont les pays de direction de minières. Il n'y a pas beaucoup, si ce n'est même plus du tout, d'extraction minière, a fortiori aurifère au Royaume-Uni. Alors quelques
quelques focus. Bon, alors on a coutume de parler de l'once d'or en dollars, mais si on la regarde dans les différentes devises, je veux dire, si vous êtes japonais, que vous investissez en yens, il y a quand même un intérêt, c'est que l'once d'or exprimée en yens, c'est plus 16%. Voilà. Donc, si vous êtes en dollars, en revanche, c'est à peu près flat sur la période. Pour nous autres Européens, la baisse de l'euro, si vous étiez investi en dollars, converti en euros, eh bien, c'est quand même une hausse pas désagréable. Et pareil pour nos amis d'outre-Manche. Alors, le prix de l'once d'or en Bitcoin, ça, on n'a pas pu résister. Voilà. Donc, vous les avez sous les yeux, on n'ira pas plus loin, on ne tire pas sur des grands malades. Voilà, donc Bruno et moi, nous sommes ravis d'avoir, mois après mois, vécu et commenté et essayé d'anticiper avec le plus de modestie possible cette année 2022 qui a été extrêmement riche en événements, certains fort malheureux. Voire même dramatique. Hein. On a tous des amis ukrainiens. C'est un drame. Voilà. Et en tant qu'investisseur, on ne doit pas oublier tout ça. On est dans un tournant. 2022, c'est un tournant. On vient d'essayer de vous livrer quelques idées clés, nos idées clés hein, pour l'année 2023. Le deuxième jeudi de janvier, nous serons beaucoup plus précis, puisque nous vous donnerons en fait les supports reflétant ces idées dans nos portefeuilles, les noms des entreprises qu'on souhaite mettre, sur lesquelles on souhaite investir plus particulièrement pour exploiter cette année 2023 qui sera également extrêmement riche. Ça, on ne prend pas grand risque à l'affirmer. Il sera très important de bien veiller à se prémunir contre certains risques dont on reparlera forcément en début d'année prochaine ensemble et qui pourraient se matérialiser, assez rapidement. Donc Bruno et moi, au nom de l'ensemble de l'équipe Finaltis, vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez nous contacter, on sera là pendant les fêtes, bien sûr. Nous devons travailler, y compris pendant ces périodes de fêtes. Et on vous retrouvera avec grand plaisir l'année prochaine. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.